Maintenant, on va faire un peu d'alchimie. Donc, on ne va pas vous dévoiler la recette, hein, parce que nous, on l'a, le plomb, on le transforme en or. Hein. Ça, on sait faire chez Au Coffre. Là, on va juste faire une alchimie temporelle avec Jean-François, qui va nous conter en fait la genèse de Au Coffre. Et à cette genèse, modestement, j'ai participé moi-même. Et je me trouve ici avec vous ce soir, car j'ai été d'abord client, et le 21e client chez Au Coffre. J'avais fait pas mal d'investissements immobiliers dans les années 2000 à 2007. Et quand j'ai vu ce qui se passait après des lectures de M. Béchat, enfin tout ce qu'on pouvait trouver glaner sur le net, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur le net et j'ai vu une société qui m'est ressortie sur un moteur de recherche bien connu qui s'appelait Au Coffre. Et là, on a pris contact et j'ai investi les avoirs que j'avais chez Au Coffre, donc 21e client. Ensuite, j'ai pris contact, enfin on était en contact avec Jean-François. Le courant est bien passé. Moi, je cherchais à me repositionner au niveau professionnel. Et donc, j'ai intégré la société pour accompagner le développement sur différents sujets. Et à ça, je suis devenu conseiller. Donc, j'ai des anciens membres que j'ai gérés ici. Et depuis 2016, j'ai quitté la société, mais je suis tout le temps resté actionnaire pour avoir d'autres aventures au niveau professionnel. Et pour autant, je suis tout le temps Au Coffre, de plus ou moins loin, et j'interviens de temps en temps. Donc maintenant, Jean-François va venir nous rejoindre. Donc Jean-François, PDG et créateur d'Au Coffre en 2008. Donc on va faire le micro à Jean-François. Petit bug technique, non? Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous et merci d'être encore là pour la huitième fois sur ce type d'intervention. Visiblement, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes qu'on ne connaissait pas, oui. En tout cas qu'on n'avait pas vues en 2011. Et donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées au final, mais au niveau du pourquoi de l'or, de la création de Au Coffre par rapport à la vente, enfin, pourquoi ce service, pourquoi avoir mis ce service, je t'en remercie, parce que moi, ça m'a bien aidé, à disposition des membres et des potentiels clients qu'il y avait à l'époque? Alors ça, c'est une excellente question parce que beaucoup ici peut-être ne le savent pas, mais je ne viens pas du monde de la finance. J'ai une formation en architecture. Je suis ceinture noire en e-commerce, on va dire. Et en fait, j'avais créé dans les années 90 une start-up dans le domaine du référencement, donc qui permettait de donner de la visibilité au site web, que j'ai revendu au début des années 2000. J'ai ensuite lancé une agence de traduction parce que je voulais pas rester sans activité. Et j'ai fait la lecture, je crois en 2006, d'un livre qui s'appelle L'Empire des dettes, écrit par Bill Bonner, donc, que Philippe Béchat connaît très bien, qui je crois est le fondateur de Money Week et des Chroniques Agora, ou en tout cas qui en est aujourd'hui une personne qui en est une haute instance. Et en fait, ce que j'ai retenu de ce livre, qui globalement commençait un petit peu à présenter ce qui allait se produire 2 ans après, c'est qu'il fallait agir et vite, les nuages s'amoncelaient, et moi dirigeant une agence de traduction qui est donc le style d'entreprise extrêmement impacté par des problématiques économiques, c'est-à-dire que les traductions, c'est la première chose qu'on arrête quand on décide de développer une activité quelconque. Je me suis dit, je peux me mettre en risque. Et dans le dernier chapitre du livre, Bill Bonner parlait de l'or. Donc moi, je n'avais pas de connaissances spécifiques sur le sujet. Par contre, ce que j'en comprenais à ce moment-là, c'est que c'était une matière qui était restée stable depuis à peu près 5000 ans, donc il prenait pas mal de comparaisons. Alors depuis, il y en a certaines que j'ai modifiées et adaptées. Donc l'image que je prends souvent, c'est cette fameuse vache qu'on pouvait acheter il y a 5000 ans pour une once d'or, et qu'aujourd'hui, à peu de choses près, on peut toujours acheter pour le même prix. L'argumentaire que j'avais eu à l'époque. Hein, exactement. Donc tu vois, on reste stable, on reste constant. C'est justement pour, tu vois, en 10 ans après, ça reste stable. Pareil pour le vélo qu'on pouvait acheter. Alors à l'époque, on commençait à fabriquer des vélos il y a à peu près une centaine d'années pour un Napoléon 20 francs, et aujourd'hui, c'est pareil. Donc ça, c'était pas dans le livre de Bill, mais lui, avec une approche plus américaine, il avait ce type de comparaison. Donc ça a été vraiment le point de départ. J'ai voulu en acheter.
Et c'est là que les choses ont commencé à devenir compliquées, puisque les banques ne voulaient pas en vendre, ou on avait l'impression de faire du mal à son banquier le jour où on voulait en acheter. Donc c'est là que les choses devenaient un petit peu complexes. Donc je vais voir un petit peu dans la rue. Les boutiques, on y rentre, mais on a envie d'en ressortir de suite. En tout cas, c'était le cas il y a une dizaine d'années. Et typiquement, si on allait sur des sites de vente aux enchères, je ne vais pas les citer, mais bon, il y en a certains qui sont encore connus aujourd'hui. Si on voyait une pièce avec une photo floue dessus, alors je peux vous dire, pour l'avoir testé quelques mois après, vous receviez une pièce, elle était floue aussi, quoi. Donc, en réel. Donc voilà, ça c'était la vraie problématique. Donc, alors sur le coup, en tant qu'entrepreneur né et personne qui trouve absolument abominable de ne pas trouver réponse à son attente, donc voilà, j'étais dans une logique de vouloir combler un vide. Et donc je me suis dit, ben, il y a une boîte à créer. Donc j'ai décidé de conceptualiser quelque chose qui ressemble à Ocoff. Donc d'abord analyser le marché de l'or, bien le comprendre. Pourquoi en France c'était dysfonctionnel. Donc faire une grosse étude de marché. Tout ça, ça m'a pris 2 ans. Voilà, j'espère avoir pas Et donc moi je me souviens d'un argument qui était très fort, parce que moi je commençais à regarder sur l'or, pour moi naïf de l'époque, au niveau des investissements sur les matières précieuses, c'était je vais acheter un lingot, quoi. Et là j'avais surtout eu l'argument de la prime que possédaient les pièces. Alors, oui, c'est peut-être un peu méconnu. Enfin, je pense que nos membres connaissent maintenant l'effet de prime, mais je pense qu'un petit rappel sur le sujet ne va pas faire de mal. Oui, alors en fait, c'est juste que fondamental, parce que sans cette notion de prime qui, pour justement un Français, est extrêmement importante, peut-être que l'activité d'Ocoff n'aurait jamais été lancée, parce que justement, j'avais déjà à cette époque-là quand même des illustres concurrents, enfin, qui n'étaient pas encore des concurrents à l'époque, mais qui pouvaient être des modèles, qui faisaient plutôt un très bon boulot, mais sur des produits un peu plus comment dire, désincarnés, qui étaient les lingots. Or, en France, il y a déjà une énorme culture sur la pièce. Donc, le Napoléon 20 francs, qui est extrêmement connu. Et puis, en fait, plein d'autres. Il s'est avéré que les Français avaient une appétence pour les souverains, les 20 francs suisses, les Krugerrands, etc. Donc, il y avait déjà un vrai sujet. J'ai lu aussi un livre écrit par Yannick, qui était Yannick Colleux, le guide de l'investissement dans l'or ou les métaux précieux. Voilà, qui était extrêmement bien fait, qui parlait de cette notion de prime. Alors, je commençais à appréhender qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait se passer là-dessus. Et sur le coup, ça a été de l'intuition, parce que je me suis dit, c'est effectivement capital. J'ai gratté un petit peu, je me suis rendu compte que dans certaines périodes, notamment dans les années 80, un Napoléon pouvait valoir 2 fois la valeur de l'or qu'il contenait. C'est une question d'offre et de demande. Et à ce moment-là, ce que j'ai considéré, c'est que s'il y avait une crise, on demanderait beaucoup plus de Napoléon que d'autres choses, et donc les gens seraient prêts à payer plus cher pour obtenir un Napoléon. Eh bien, 1 an et demi après, c'est exactement ce qui s'est passé, mais alors dans une tournure qui était inattendue, que j'imaginais pas, mais qui sur le coup est amplifiante. C'est qu'en pleine crise des subprimes, donc septembre 2008, chute de Lehman Brothers, eh bien, le cours de l'or il a chuté de 20%. T'imagines ? Mais le cours de l'or papier. Alors à ce moment-là, j'ai aussi bien vérifié que hors papier, hors physique de gré à gré, c'était quand même 2 choses différentes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le cours de l'or chute de 20%, mais le cours du Napoléon, alors le cours, il n'y a pas de cours, il n'y a plus de cours depuis 2004, mais on va dire que le prix un peu accepté lorsque vous achetez un Napoléon, voilà, sur le coup, lui avait pris 50%. Voulant dire que dans une chute de l'or, qui était donc manipulée, depuis les banques qui avaient fait ça ont été punies, on ne les citera pas, mais voilà, vous les connaissez, elles ont été punies en livres sterling, si ça peut vous donner un indice. Mais à ce moment-là, il s'est avéré que vous étiez gagnant en Napoléon, vous étiez perdant en lingots. Voilà. Donc, un des premiers articles du blog L'Or et l'Argent que j'avais commencé à écrire au mois d'août, etc., un des premiers articles qui actait ceci, c'était effectivement la comparaison. Si j'achète 1 kilo d'or versus j'achète le nombre équivalent de Napoléon, je crois que c'était une trentaine à l'époque, oui, ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, par A plus B, on prouvait qu'in fine, même si au début le Napoléon coûtait un peu plus cher, à la fin, on était gagnant puisqu'on était dans une logique d'acheter de l'or, pas nécessairement une logique spéculative, pas nécessairement pour attendre un cours plancher ou une résistance quelconque, mais vraiment de se positionner. Je vends pour protéger le reste de mon patrimoine, donc de l'or en tant qu'assurance du reste de son patrimoine. Et le Napoléon, à ce moment-là, était idéal. Et depuis, bon, on a peut-être inventé mieux, mais... Ça se vérifie, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sécable. Enfin, moi, je le voyais plus sécable. Mais à l'époque, moi, on ne se connaissait pas. Au coffre, sur Internet, une boutique qui vend de l'or en ligne, qui s'appelle Au Coffre. J'entendais la conservation
dans les coffres. Par contre, agréable sensation au niveau des premiers contacts. Mais moi, l'or, je le voulais chez moi. Oui. Et pour aller, à la limite, le placer au pied d'un arbre dans une forêt pas loin, ou alors dans une banque. Je me suis dit, tiens, j'ai des banques, il y a une banque chez qui je suis client, je vais aller le mettre dans un coffre en banque. Bon, écoute, alors, tu vois, au final, j'ai quand même réussi à les acheter, les fameuses pièces d'or que je tentais d'acheter. En fait, une fois que je les ai eues entre les mains, je me suis retrouvé quand même très bête. J'en fais quoi? Est-ce que je les enterre au fond du jardin? J'en parle à personne, personne va les retrouver. Mais d'un autre côté, si j'en parle à une personne, c'est peut-être une personne de trop parce qu'elle va en parler à sa voisine qui en parle à son voisin et qui va me prendre en otage devant ma cheminée avec un tisonnier pour me faire mal aux pieds. Donc ça, c'est pas super. Après, bon, au-delà de cet aspect, parce que finalement, il y a le vol, il y a la perte. Tu pourrais même parler aussi peut-être de l'assurance, qui est un vrai sujet, parce que la liquidité. Mais déjà, ça, c'est des vrais sujets, parce que souvent, les gens s'imaginent, je vais avoir mes pièces à la maison, parce que si elles sont volées, de toute manière, je suis assuré. Alors, je ne suis pas rassuré, et je ne suis pas assuré non plus, parce que votre assureur va vous dire, vous ne m'aviez pas déclaré vos pièces, donc non seulement je ne vous les rembourse pas, mais en plus, votre écran plat qu'on a volé avec le 4x4 qui a fait des ornières dans votre jardin, et qui a sorti par extraction de votre mur tout le coffre-fort, on ne vous remboursera rien du tout parce que votre or a été finalement un point de crispation des voleurs pour venir spécifiquement chez vous. Donc c'est la triple peine. Donc ne pas avoir l'or à la maison ou en avoir dans une logique de kit de survie. Alors même chez Ocoff, nous c'est ce qu'on propose. On peut acheter de l'or et l'avoir à la maison, c'est pas un problème. Et ensuite, tu me disais les banques. Alors attends, pourquoi on achète de l'or? On l'achète spécifiquement, alors en tout cas dans la logique bon père de famille, etc. Je l'ai compris depuis. Voilà. Depuis, tu es moins spéculateur, voilà. Tu t'es calmé. Bon. Ça va mieux. On l'achète dans la logique où, typiquement, ce qui s'est passé donc avec Lehman Brothers, ou pire, ce qui s'est passé quelques années après dans quelques pays européens où vous avez les banques qui ferment, etc. Donc votre or, il est dans un coffre, mais la banque, le vendredi soir, ferme, ne réouvre pas le lundi matin. Vous voulez récupérer votre or pour le revendre, et c'est impossible. Pourtant, c'est toujours votre or, il n'a pas été volé par le banquier, mais la porte est fermée. Donc l'idée d'Ocoff, c'était justement de séparer, et plein de modèles m'ont montré qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il fallait faire les choses, et même des modèles ancestraux, en fait. D'ailleurs, un élément de base que j'avais pris, c'était une monnaie qui s'appelle les pierres de l'île de Yap, YAP. C'était aussi un des premiers articles de l'or et l'argent, où c'est une monnaie sur une île. Ce sont d'énormes pierres qui pèsent plusieurs tonnes, qui sont sur les bords des routes, et qui sont une monnaie. Elles ne bougent pas du tout, elles changent juste de propriétaire. Eh bien, l'or dans les coffres d'Ocoff, c'est un peu pareil. Il ne bouge pas, il est dans nos coffres, mais vous avez toujours le pouvoir transactionnel d'acheter et de vendre. Aujourd'hui, c'est grâce à Internet parce qu'on a ce genre de facilité. Ça ne fonctionnerait plus, on peut prendre un téléphone. Et la première version d'Ocoff, si tu t'en souviens, pour passer des ordres, tu déposais un message en t'étant identifié avec tes identifiants. Serveur vocal, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que les identifiants 2 tiers sont toujours chiffrés. Ça remonte à cette époque. C'est vrai. On pourrait les faire évoluer aujourd'hui, mais c'était pour être compatible avec les claviers téléphoniques. Voilà, une fois que vous avez passé ce genre d'ordre, ben, vous pouvez donc vendre, acheter, et ça c'est impossible quand votre banque est fermée, et c'est potentiellement impossible quand vous avez les pièces d'or à la maison, que vous allez voir une boutique qui va vous fixer le prix de rachat et non pas vous, alors que pareil sur Ocoff, on est fondamentaux, c'est on vous propose un prix, mais vous pouvez le modifier et vous confronter au reste du marché. Donc on avait comme ça différents points hyper importants, la fixation du prix, la qualité des produits, j'en parlais tout à l'heure, les fameuses pièces floues. Revers. Voilà, exactement. Des photos qui vous permettent de voir une pièce de manière beaucoup plus précise que quand vous l'achetez physiquement, parce qu'à moins d'avoir une méga vue, finalement, vous ne voyez pas grand-chose. Là, on a quelque chose de très précis. Le sourcing, on sait où on les achète. Depuis, en plus, on sait même où on les fabrique. Et la liquidité des gens qui achètent. Parce que pareil, à l'époque, quand vous alliez sur des sites de vente aux enchères, vous n'étiez pas certain qu'au final, quand vous revendiez une pièce, la personne en bout de course, le virement qui a été fait ou le paiement soit plus ou moins fallacieux ou comme par hasard il s'annule 48 heures après. Ça s'est vu, sur notre système c'est pas possible. Voilà. D'accord. Et moi à l'époque effectivement, et là on va rebondir avec l'introduction de la conférence, c'est qu'il n'y avait pas d'association telle qu'elle est composée maintenant par la MEAC, il n'y avait pas de regard externe et complètement en tiers de confiance qui était complètement externe au coffre, et moi je me suis posé ces questions-là naturellement.
lors des premiers entretiens. Et là, la réponse, enfin, je la donne en même temps, hein, et j'invite vraiment les membres à adhérer à cette association, qui est vraiment un droit de regard complètement indépendant de la société au coffre. Et c'est des questions qu'on a pu avoir, enfin moi à l'époque, j'ai pu avoir aussi lorsque j'étais conseiller, et des questions complètement légitimes. Moi, c'est quelque chose, perso, qui sur le coup me manquait à l'époque, parce que sur le coup, ce contre-pouvoir est vraiment indispensable. Et donc, je remercie les membres de l'époque qui se sont inscrits, qui sont devenus clients, parce que sur le coup, ils l'ont fait sur ma bonne foi, en toute confiance, et c'est super. Alors qu'aujourd'hui, heureusement, on peut leur offrir beaucoup plus de garanties. L'association s'est créée, donc c'est un contre-pouvoir, un partenaire avec lequel on travaille qui est extrêmement important. On a nos auditeurs indépendants, ALS Global, qui viennent nous voir une fois par an et qui comptent chacun des produits. On a nos commissaires aux comptes, évidemment, qui sont sur le coup solidaires de moi-même en cas de problème. Donc ça les oblige un petit peu à faire correctement le travail de vérification. Les douanes françaises, les douanes suisses, le port-franc de Genève, et même très prochainement, quelqu'un qui nous aidera à ouvrir la porte, tout en faisant que nous, on reste quand même chez nous au sein de la sécurité supplémentaire. Une sécurité supplémentaire qu'on apportera dès le début de l'année prochaine. On ne peut pas encore annoncer le nom, mais ça nous permettra de garder totalement notre autonomie comme on l'a aujourd'hui, tout en apportant un degré supplémentaire de sécurité permettant de rassurer chacune des parties. C'est de la sécurité interne ou ça sera externe? Ça sera de la sécurité externe. D'accord. Mais que l'on surveillera nous aussi. C'est-à-dire qu'on sera tous à se surveiller les uns les autres pour qu'au final le service soit correctement rendu. Et évidemment, tous les produits sont assurés, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour une main mal intentionnée. Donc l'idée, c'est de la démotiver. Et donc on va revenir en 2008. 2008, enfin la création de l'OCOF, c'est 2009. Oui, mais alors pour avoir fouillé là ces quelques derniers jours, je me rends compte que le projet au coffre était vraiment quasiment terminé début 2008. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu un souci avec un développeur informatique. On n'a pas pu l'aboutir avant la crise des subprimes qu'on ne savait pas. Donc, ça s'est vécu comment avec ta boîte moi, sur le coup, donc, je l'ai plutôt mal vécu sur ma boîte ABW, dans ma boîte de traduction, puisque effectivement, malheureusement, ce qui était prévu s'est passé. Plusieurs clients ont arrêté les travaux qui étaient prévus. Et il a fallu donc que je revende de l'or pour pouvoir passer ce cap difficile. Et donc, ça m'a permis, alors, sur le coup, de clairement modéliser le modèle qui était déjà dans ma tête ou sur le papier, sur le business plan, même déjà en place depuis de nombreux mois. Et là, je l'ai vérifié sur les problématiques de revente, la banque qui ne voulait pas racheter quelques pièces qu'elle m'avait vendues, les boutiques qui vous prennent 30%. Ça parle à quelqu'un, tout ça, là, ces expériences vécues en boutique avant d'aller chez Au Coffre? Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette expérience-là? C'est vraiment à faire. Si vous avez une pièce, tentez d'aller la revendre dans la ville où vous êtes. Si vous êtes sur Paris, il y a la rue bien connue. Faites l'expérience et vous allez être surpris du prix de rachat qu'on va vous proposer. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Et avec Au Coffre, on a une certaine souplesse et une certaine autonomie, je dirais, au niveau de la gestion du prix, si tant est que l'on ne soit pas trop pressé sur le sujet. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme dans l'immobilier. Soit vous êtes extrêmement pressé et dans ce cas-là, vous vendez très vite, mais c'est entre guillemets l'acheteur qui fixe son prix. Donc ça existe sur Au Coffre. C'est le prix par défaut qui est proposé. Et ensuite, si vous êtes un petit peu patient et joueur, parce que vous imaginez que le marché peut peut-être se retourner, etc., vous fixez votre prix. Et à ce moment-là, vous êtes confronté à l'ensemble de la population des utilisateurs d'Au Coffre, dans le présent et dans le futur, puisque votre produit sera en ligne pendant 2 mois, le temps qu'il soit revendu. Donc on retient quoi de 2008 et maintenant, 10 ans après? Alors écoute, spécifiquement de 2008, moi je retiens par contre 2 choses. C'est qu'une banque qui était annoncée AAA en septembre, la veille d'un crack et d'une faillite, le lendemain, vous aviez tous les employés qui partaient avec une caisse. C'est ça. Donc ça, c'est une réalité. Voilà. Et ensuite, le too big to fail, on sait que malheureusement, ce n'est pas vrai. Alors dans ce cas-là, ça leur a un peu échappé et donc ça a entraîné la crise que l'on a connue. Et aujourd'hui, dans tous les cas, s'ils considèrent pouvoir sauver une banque, ça se fera au détriment d'autres choses qui vous coûteront très cher dans le futur. Et donc ça, c'est ce qu'on a vécu en suivant avec toutes les banques qui n'ont pas nécessairement fait la une des journaux, mais qui ont été sauvées par du renflouement. Alors,
L'État s'y est peut-être retrouvé depuis, mais enfin, on a été quand même obligé d'émettre des monceaux de dettes à l'échelle européenne qui n'ont pas été très profitables pour les uns et les autres. Et les pays qui étaient sur le coup un petit peu en difficulté à ce moment-là, vous savez, c'est comme quand la marée est basse, en ce moment on voit ceux qui avaient un maillot de bain. Il y a plusieurs pays européens qui, sur le coup, étaient plutôt mal habillés ou mal vêtus. Très bien, ouais. Très bien. Et tout ça, on regarde avec les petites conférences qu'on a eues cet après-midi. On voit vraiment ce que tu es en train de dire et on peut mettre le doigt sur, encore une fois, c'est pas la question de si, mais c'est la question de quand, et bien malin celui-là qui saura dire l'élément catalyseur de tout ça. Donc là, 10 ans après, les catalyseurs, selon toi, ça pourrait être quoi? Alors, moi, c'est ce que je répète un petit peu à l'envi depuis déjà plusieurs mois. Malheureusement, ça commence un petit peu à me donner raison. En fait, ça commence à me donner raison qu'un jour, à partir du moment où j'ai commencé à le dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, les tech américaines, les sociétés de technologie américaines, donc notamment qu'on voit par le biais du Nasdaq, sont aujourd'hui surévaluées en bourse par rapport à leur valeur intrinsèque. Bon, c'est un marché, un milieu moi, qui m'intéresse tout particulièrement du fait du monde d'où je viens. J'ai vécu moi, la crise de 2000, donc je sais à peu près ce que ça peut donner. Donc aujourd'hui, des boîtes surévaluées où il suffit qu'il n'y en ait qu'une, qui est alors sur le coup ce qu'on appelle un black swan, c'est-à-dire une chute de valeur, mais qui n'aurait pas de rapport nécessairement avec ce dont je parle, mais un rapport avec une problématique interne. Donc un Facebook qui se fait pirater, ça peut se produire. Un Amazon qui se fait pirater, ou des problèmes de données de personnel, etc. Ça s'est vu. Aujourd'hui, sur Amazon, vous laissez votre numéro de carte bancaire. Imaginez qu'il y a un gros scandale qui apparaisse là-dessus. En fait, il suffit basiquement qu'il y ait une de ces grosses entreprises qui ait un scandale, qui leur fasse perdre la moitié de leur valeur. Elles entraînent, par effet domino, toutes les autres sociétés de la tech. Mais malheureusement, on n'est plus dans les années 2000. Ce ne sont plus juste des dot-com qui mettent en œuvre un business plan plus ou moins fumeux, etc. Et on verra dans 10 ans si ça marche. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui, malgré tout, ont des millions de clients, qui sont liés à notre utilisation quotidienne de n'importe quoi. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel téléphone, même filaire, derrière, ce n'est même plus du câble comme avant, c'est derrière un standard géré par Internet. Vous voyez, donc une de ces sociétés tombe. Tout le reste de l'économie est extrêmement mal placé. Sauf que derrière cette économie, il y a quoi? Il y a des banques systémiques, des banques malades, et des fois, c'est même les deux. Et alors nous, en Europe, on a quelques records. Alors, on n'a pas beaucoup, mais sur les banques, on en a quelques-uns. C'est que justement, les banques malades et systémiques, justement, on en a beaucoup. Alors là, je ne vais pas les citer, mais bon, vous les connaissez toutes par cœur. Philippe en a cité quelques-unes tout à l'heure. Il suffit que vous alliez voir, de toute façon, les stress tests récents de certaines banques, et vous allez voir celles qui sortent comme les mauvais élèves. Comme par hasard, elles sont présentes dans certains pays qui aujourd'hui peuvent être potentiellement compliqués avec ce qui va se passer avec le Brexit l'année prochaine. Donc ça, c'est la suite de mon effet domino. C'est en Europe, puisque quand on s'enrhume aux États-Unis, c'est toujours en Europe qu'on finit étalé pendant 10 ans. Donc c'est plutôt chez nous que ça se passe. Et donc nous, on a le Brexit. Donc on a un pays qui a décidé de partir. Et on a un pays qui a décidé de rester, mais à sa manière. Et ça, c'est l'Italie. Et lui, avec des grosses problématiques de bilan qui n'est pas nécessairement bien abouti, ou en tout état de cause, d'un gouvernement qui est aujourd'hui la réunion entre une carpe et un lapin. Et généralement, ça ne donne jamais quelque chose de très sympa à voir. Donc là, on est sur, aujourd'hui, une Europe qui peut être un petit peu en problématique. Et 2011, l'euro a failli exploser, oui. Où on était au coffre, et c'était une bulle, c'était quoi? Alors, 2011, c'était un peu l'année de tous les records, et on le voit sur le graphe, ça a été le record en dollars sur l'or. Alors, il faut quand même se souvenir, pour ceux qui l'ont oublié, l'euro a failli exploser. Mais vraiment, littéralement, il y a eu certains ministres aujourd'hui, l'ont écrit dans leur livre, des ministres français, de mémoire François Barouin, avait écrit, on avait réuni une cellule où on appréhendait la disparition de l'euro dans les jours ou les semaines qui suivent. C'est-à-dire un plan qui n'était pas prévu. Et c'est vrai que ça, c'est la problématique de l'euro, c'est que c'est peut-être une monnaie super dans le sens supranational, réunion des peuples, etc. Sauf que c'est globalement une monnaie qui potentiellement peut être trop chère pour certains. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce. Monnaie trop chère pour les Grecs. C'est ça. Aujourd'hui, peut-être monnaie trop chère pour les Italiens, voire les Français. Donc à la fin, c'est une monnaie allemande. C'est un vrai souci. 2013, Chypre. Alors, 2011, ce n'était pas une bulle, parce que l'or était la réaction naturelle
à en fait une vraie problématique qui était en devenir. Ensuite, cette problématique, finalement, a été résolue par opération magique et qu'on continue de payer aujourd'hui. Et on a eu 2013. Alors 2013, il y a eu plusieurs événements. Il y a ceux qui retiennent d'avoir perdu 30% sur l'or en moins de 3 semaines. Mais au passage, il y a ceux qui en ont profité à ce moment-là pour revenir dessus, parce qu'ils se sont dit, tiens, ma police d'assurance coûte moins cher, je vais en profiter pour me renforcer. Donc ça a été aussi pour nous une année de record, puisqu'en 2013, on a battu un record de chiffre d'affaires de vente d'or, en fait, du fait de cette baisse. Oui. Voilà. Et 2013, quelque chose que beaucoup de gens ont malheureusement oublié, c'est la fermeture des banques, en mars, un vendredi soir, à Chypre. À Chypre. Ça faisait partie des fameux pays qui avaient des petits soucis. Et là, la messe a été dite. Les gens ne pouvaient plus retirer d'argent ou de manière extrêmement limitée. Ils ne pouvaient plus faire de transfert à l'étranger. Leur carte bancaire ne passait plus. Bloquées, etc. Il y avait que les cartes étrangères globalement qui pouvaient fonctionner. Et en fait, quelque chose qu'on a appris à ce moment-là, mais alors qui a été puissance 10 en Grèce après, c'est que ce qui compte en fait, ce n'est pas la valeur de ce que vous avez sous votre matelas ou dans votre coffre, c'est votre capacité à le faire circuler. Alors là, ça c'est une de mes grosses marottes. La monnaie n'a de valeur, non pas que la valeur intrinsèque du sous-jacent sur lequel elle est, mais la vitesse et la quantité de circulation. Il n'y a que ça qui génère de la richesse. Eh bien là, on était sur un pays où les gens avaient sous leur matelas des quantités de billets de 50 €. Donc ce n'était pas un pays pauvre au sens où les gens n'avaient rien. Le problème, c'est que quand vous allez acheter du pain avec un billet de 50 € et que la personne en face de vous n'a plus accès à la banque pour récupérer de la petite monnaie et vous rendre la monnaie, eh bien, soit vous payez votre baguette 50 € ou bien vous ne mangez pas de pain. L'économie se fige. Voilà, et donc l'économie s'est figée et on se retrouvait sur un pays qui était complètement paralysé. Ben, vous savez ce qui a sauvé Chypre? Bon, au-delà du fait qu'ils aient ponctionné tout ce qui était au-dessus de 100 000 € pour ceux qui en possédaient, et ça c'est une des choses qu'on peut retenir, c'est que ce qui les a sauvés, c'était l'arrivée de containers de la part de la BCE de petites monnaies. D'accord, des containers. Des containers de petites monnaies. Voilà, c'est ce qui a sauvé Chypre en 2013 et c'est ce qu'on a vu après dans d'autres pays. Et donc là, à l'époque, moi je me souviens, carte bancaire nationale refusée, carte étrangère acceptée. Si on fait l'analogie avec Veracart transposée en France avec une problématique comme celle-ci, ben, écoute, nous, à l'époque Veracart, on était déjà sur le coup, puisque Veracart, c'est un service qu'on a conceptualisé courant 2012. Et effectivement, quand il a été lancé début 2013, et quand ensuite Chypre est arrivé, on s'est dit que là, on était plutôt avec un aliment de planète sur une possible réponse si ce genre de pays, un jour, voulait adopter autre chose que l'euro, en tout cas comme monnaie complémentaire. On était vraiment sur un produit qui, déjà, en tant que carte étrangère, pouvait être reconnu localement. Mais ce qu'on s'imaginait, et ça, on pouvait le déployer très vite, et j'ai eu un contact ensuite avec un ministre d'un autre pays sur le sujet. Pour nous, ce qu'on avait déployé pour fonctionner avec Veracart, c'était déjà les prémices d'une monnaie qu'on pouvait utiliser même sans la carte. On pouvait, avec quelques adaptations qu'on fera quelques années plus tard, très facilement s'envoyer de la valeur entre nous et donc avoir à la fois une monnaie qui est dématérialisée dans son usage quotidien, donc pas être obligé d'avoir des billets plein les poches, etc. Et pourtant de se transférer de la valeur en laquelle on est foi, puisque le sous-jacent est de l'or et non pas quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire qu'avec Veracash, là on fait l'analogie avec Veracash et le système qui fonctionne actuellement, on peut s'affranchir, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour adhérer à l'association AMEAC, vous pouvez directement payer en Veracash. Et là, la circulation de la monnaie est complètement internalisée. Oui, tout à fait. Tu sais qu'aujourd'hui, Veracash, si on prend les échanges entre guillemets monétaire Veracash, on est à peu près 2 millions d'euros depuis 2 ans. Donc c'est pas négligeable, ce qui veut dire que si on était une monnaie locale en France, on serait la première. Remonétisation des matières précieuses. Tout à fait. Avec ça, derrière, parce que derrière le Veracash, adossé... L'intérêt, et contrairement aux cryptos ou par exemple aux monnaies locales qu'on peut connaître, c'est que les monnaies locales, elles sont adossées à de l'euro, donc s'il y a un problème sur l'euro, vous avez un problème sur votre monnaie locale. Et si vous êtes adossé aux cryptos, la problématique, c'est que le marché aujourd'hui n'est pas suffisamment liquide, pas suffisamment mature, et les gens l'utilisent encore dans une logique plus de spéculation que monétaire. Alors que l'or, depuis 5000 ans, est pensé dans cette logique, et aujourd'hui, on est là aussi sur une forme d'aliment de planète. L'or est, entre guillemets, un petit peu
délaissé par un pays en particulier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu la même mise et donc personne n'a la même mise dessus. Alors ok, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, ils s'en négocient 2 fois 900 tonnes tous les jours entre Londres et New York, et donc c'est plutôt l'industrie de la finance qui fixe le cours spot donc de leur papier. Pour autant, si ce cours est un peu déraisonnable par rapport à l'extraction dans les mines ou par rapport à la demande bijouterie-industrie qui est le socle de l'usage de l'or, votre or-papier, il ne tient pas 15 jours. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs en 2008. La fameuse manipulation a duré 15 jours parce qu'ils ont été rattrapés par la réalité. Et le rebond a été immédiat. Donc, par rapport à tous ces événements, est-ce qu'aujourd'hui on a tiré des leçons de ces événements passés ? Écoute, non, je ne pense pas qu'on ait tiré de leçons de ces événements passés, ou alors on n'a pas tiré des leçons qui vont vous intéresser. En fait, une leçon qui a été tirée en 2016 par le biais d'une loi qui est passée en France, c'est que maintenant, si votre banque fait faillite par le système du buy-in, bien vous, l'argent que vous avez déposé chez eux, sachant que cet argent ne vous appartient plus puisque c'est une créance, vous avez signé un contrat par rapport à ça, donc dans le système du buy-in, ils ont le droit d'en ponctionner une partie. C'est légiféré. C'est légal, vous allez voir, vous rentrez buy-in, etc., vous allez trouver des articles qui en parlent, c'est une loi qui existe, qui est à une échelle européenne et traduite en France. Alors là, je sais qu'il y a un certain à chaque fois qui me dit oui, mais il y a la garantie des 100 000 euros, etc. Bon, mais la garantie des 100 000 euros, c'est la méthode Coué. Aujourd'hui, le fonds de garantie, bon, là, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent ce chiffre dans le détail, mais ça ne peut pas excéder en tout cas 10 milliards. En tout état de cause, ça ne pourrait pas répondre aux dépôts des clients d'une de nos petites banques françaises systémiques. Point de suspension. Déjà, une seule, ça ne peut pas répondre à l'ensemble des dépôts de ces Français. Alors imaginez, vu que j'ai parlé d'une banque systémique, elle fait tomber les autres. Alors encore moins. Donc aujourd'hui, on est sur un ratio de 1 à 500. Vous avez 1 euro en dépôt pour 500... enfin, 1 euro protégé, on va dire, pour 500 euros déposés. Et de toute manière, eux-mêmes, ils annoncent, ils disent, voilà, d'ici 2024, on aimerait arriver à 0,8% de fonds de garantie des dépôts des banques françaises. Ah mais c'est génial, 0,8%, on va loin. Ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est qu'ils ne vont pas nous avertir avant de fermer la boutique. C'est pour ça que ça se passe le vendredi soir. C'est ça. Donc, et alors, quelles leçons on devrait tirer de tout ça aujourd'hui ? Écoute, de manière très basique, c'est un peu ce qu'on disait de manière soit laconique ou détaillée, c'est de toute manière d'aller vers une diversification des produits de protection, des usages, c'est-à-dire commencer à prendre certaines habitudes. Je prends le cas des Grecs, parce qu'on aurait pu parler de la Grèce en 2015, qui ont vécu puissance 10 ce qui s'est passé à Chypre, sauf que les Grecs aujourd'hui s'en sont toujours pas remis. C'est toujours une économie qui est extrêmement malade, où les gens ont beau être européens, ça beau être nos voisins, nos amis, on va en vacances chez eux, ils n'ont plus du tout le même niveau de vie. Alors on peut dire oui qu'ils ont fait des bêtises dans les années 80, etc. Bon, pour autant, nous on fait les mêmes et on n'a pas de problème. Donc voilà, commencer à prendre certaines habitudes, et Veracash fait partie de ces habitudes à prendre, c'est-à-dire considérer qu'on puisse avoir une monnaie complémentaire qui n'a pas vocation à remplacer l'euro, mais qui en tout cas peut aider à passer des caps difficiles. Donc évidemment qui est adossé sur l'or, parce que nous on considère que c'est quelque chose qui aujourd'hui est plutôt vertueux et nous protège de choses qui sont un petit peu le propre de notre monde, donc la volatilité, l'incertitude, l'ambiguïté, la complexité, vous voyez, tout ça c'est des choses qui aujourd'hui, sur lesquelles en tout cas l'or est une véritable réponse, parce qu'il est globalement simple, relativement facile à appréhender. Alors je ne vais pas parler moi de ces sous-jacents complexes pour en déterminer le cours, moi je ne vous parle pas de ça, moi je parle uniquement de ces fondamentaux qui permettent de s'appuyer dessus comme étant une valeur fiable sur la durée. Donc voilà, c'est en ça que je pense que effectivement l'or peut être une solution en tant que monnaie et voir les deux aspects en fait. Il y a la partie thésaurisation et la partie monétaire. Pardon ? L'assurance aussi du patrimoine. Oui, l'assurance du patrimoine et cette capacité justement aujourd'hui à circuler, parce que l'or est quand même la deuxième matière la plus liquide au monde après les bons du trésor américain. Alors je dis même pas matière, mais je dis actif. Donc ça c'est pas rien. Ne serait-ce que sur New York et sur Londres, ils s'échangent tous les jours. Et l'équivalent, entre 30 et 40 milliards pour chacune de ces places,
d'euros de valeur. Donc si on multiplie, c'est à peu près pas loin de 2000 tonnes d'or qui changent de main. Alors ce n'est pas de l'or nécessairement physique, mais en tout cas de cause, c'est un marché extrêmement dynamique. Donc ça, c'est un point hyper important, qui sur le coup surclasse tout autre sujet qui voudrait faire intervenir certains cryptoactifs qui n'ont pas encore prouvé leur intérêt. Alors pour autant, moi je ne crache pas sur ces modèles. Diversification. Déjà, diversification et diversification aussi dans la manière de réfléchir, d'appréhender les choses. Aujourd'hui, l'univers des cryptos, on va dire que c'est 1/10 du négoce que l'on peut faire par exemple à Londres sur une journée. Donc on pourrait dire que c'est plutôt infime. Pour autant, le marché de l'or structuré, ça a 300 ans. Les cryptos, on va dire que ça n'a même pas une dizaine d'années. Donc ce que je considère, c'est que les cryptos sont un avenir. Dans 10 ans, on aura des milliers de monnaies que l'on utilisera qui seront notre quotidien. Le Bitcoin peut-être sera vu comme ce dinosaure par lequel tout est arrivé et peut-être plus personne ne s'en servira. Il sera sous une cloche et on ira se prosterner devant, mais on ne l'utilisera peut-être plus parce qu'on sera passé à d'autres choses, des choses très affectées. Et donc aujourd'hui, on voit émerger donc des formes de crypto qui sont une sorte de réunion des deux mondes. On a par exemple l'émergence des stablecoins qui commence à être une grande mode, où justement on va... Stablecoin, hein, c'est-à-dire Stablecoin, c'est une pièce stable, une monnaie stable, qui en fait est une crypto-monnaie qui va s'appuyer sur des actifs qui ont déjà un marché qui est connu, qui est liquide et qu'on peut considérer entre guillemets comme stable. Alors il y a des stablecoins qui s'appuient sur le dollar. Bon, chacun va penser ce qu'il veut. Les stablecoins adossés à l'argent métal et à l'or commencent à émerger. Et notre projet autour de Veracash en fait partie. Nous, de toute manière, Veracash est en fait par nature un système, ce qu'on appelle de token ou de jetons, depuis sa création, donc depuis 2012. La seule chose qui nous manque pour devenir en fait une crypto-monnaie est juste de pousser ce jeton, non pas de le laisser dans nos bases de données, un peu entre nous, mais de le pousser sur des bases de données un petit peu décentralisées et qu'aujourd'hui qu'on appelle blockchain et qui sont vraiment la révolution que moi j'ai vu émerger ces 10 dernières années. Certains en retiennent que le Bitcoin, et moi surtout j'en retiens la technologie, qui est aujourd'hui une technologie à laquelle nous on s'intéresse énormément. On travaille dessus depuis mi-2016. On avait développé à cette époque-là un POC, donc une expérimentation qui avait très bien fonctionné. Par contre, la conclusion qu'on avait tirée, c'est qu'il ne faut pas la faire tout seul, il faut la faire à plusieurs. Et donc aujourd'hui, on est autour du montage d'un modèle avec différentes entreprises pour se monter une blockchain. Et les caractéristiques de la blockchain, justement, c'est qu'il n'y a pas d'organisme régulateur, si j'ai bien compris. Alors on va dire qu'il y a une communauté, mais en fait une communauté qui est bienveillante par rapport à cette fameuse blockchain, dans la logique où elle doit justement exister, être pérenne. Et c'est un peu ce qu'on monte aujourd'hui. Tout à l'heure, quand on parlait de l'association qui va un petit peu chez Ocoff vérifier ce qu'on fait, tel partenaire, tel auditeur va vérifier ce qu'on fait, mais nous on va vérifier aussi l'auditeur. Donc en fait on est tous un petit peu là tout le monde se regarde. Tout le monde se regarde de manière professionnelle mais bienveillante, dans l'optique d'avoir quelque chose qui soit le service de qualité. Ben, la blockchain c'est un petit peu ça, tout le monde applique la même règle du jeu, et si quelqu'un n'applique pas, ça détruit la blockchain de tout le monde. Et ça se voit, c'est visible. Donc ça, c'est une technologie vraiment importante qui, de toute manière, sera notre futur à tous. Et aujourd'hui, sur l'or, on est sur cette logique où on peut se le rapproprier comme monnaie privée, parce que, clairement, il n'est détenu de manière spécifique et unilatérale par aucun pays. C'est-à-dire que tout le monde en a un petit peu, toutes les banques en ont, mais les particuliers en ont aussi. Donc ça redevient cette monnaie universelle millénaire. On voit l'Italie qui se dégrade aujourd'hui, le Brexit qui est en visibilité sur 2019. Tout ça, ça va donner quoi comment on peut voir les choses et quelles seraient tes sensibilités sur le sujet? Ça, c'est vraiment le sujet que j'avais évoqué sur les risques que j'appréhendais. Pris tout seul, en fait, tu sais, c'est comme un peu ces accidents de voiture. On dit toujours c'est la faute d'un tel ou un tel. En fait, les accidents, c'est souvent deux personnes. Une personne qui est en inattention et une autre qui réalise une vraie faute. Là, sur le Brexit, l'Italie, etc., c'est pareil. On va se mettre en danger si effectivement un hard Brexit se produit. Et donc là, par exemple, d'ici au 11 décembre, on ne sait pas si on va vers un soft ou un hard Brexit. Sur l'Italie, le budget, on ne sait pas s'ils ont réussi à se mettre d'accord, c'est toujours compliqué. Donc,
il suffit qu'un de ces deux événements se passe plutôt négativement, rajouté à un contexte qui se dégrade pour une autre raison. Et là, vous avez tout à coup quelque chose qui se passe qui était inattendu, parce que généralement les marchés ont du mal à croiser deux choses graves qui se passent en même temps, comme ça s'était passé typiquement en 2008. En 2008, on avait d'un côté des subprimes qui se dégradaient, et ça on commençait à le voir, je l'avais vu dans le livre de Bill Bonner, on commençait à le voir dans des émissions depuis 2006-2007 à la télé, mais on n'est pas prévu en parallèle que certaines banques aient des modèles économiques qui soient montés de telle ou telle manière, et ça c'était plutôt caché, que les États ne soient pas prêts à ce moment-là à sauver les banques d'une certaine manière. Et là on s'est retrouvé à la conjonction de coordination de deux impacts qui ont créé le choc frontal que l'on a connu. Et donc 2019, qui en plus, alors sur le coup, est une fin de période intermédiaire depuis la chute du mur de Berlin dans les années 30, il y a un peu une sorte de clé de voûte, de période un peu compliquée à passer. Si on arrive à la passer correctement, on sera peut-être mieux en 2020, on va dire. Et donc là, on reboucle avec l'utilité des métaux précieux sur... Assurance du reste de son patrimoine, au même titre qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir une assurance incendie pour sa maison. Quelques phrases. Qui au passage est à fond perdu. Assurance voiture qui est obligatoire. Pourquoi on n'a pas une assurance de son épargne? Alors qu'on en a une qui existe, qui a l'avantage de ne pas être à fond perdu, qui est l'or, et qui est justement dans cette logique de sécurisation. Donc au coffre, on n'est pas là justement pour vendre le monde qui s'effondre, surtout pas. Justement, moi je suis là pour en attester. En 2008, un monde qui s'effondre peut nous affecter durement, et ça on ne le souhaite pas. Par contre, l'idée c'est que l'or nous préserve cette liberté. Et donc, par rapport à Aucoffre Veracash, comment on voit la suite pour 2019 et les années à venir? Alors, écoute, nous, sur Aucoffre, on est vraiment toujours sur ce développement de notre cœur de métier. On s'appelle Aucoffre, donc ça veut dire que notre métier, c'est la garde froide des actifs. Donc la garde froide, donc l'or, l'argent, le diamant, on le fait maintenant aussi pour le Bitcoin, et on présentera une offre publique en début d'année. Pour le Bitcoin, Oui, pour le Bitcoin, tout à fait. On a déjà, pas mal de clients savent qu'on propose le Bitcoin. On avait fait quelques annonces comme ça, un petit peu... pour tester, ça marche. C'est quelque chose d'immatériel que on met dans les coffres. Oui, mais exactement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est placé dans des outils qu'on appelle des ledgers, donc qui ressemblent à des clés USB, mais ça ne sont pas, qui sont complètement isolés de toute connexion Internet ou informatique, nous permettant d'absolument sécuriser nos clients sur une éventualité qui peut se produire aujourd'hui sur les plateformes qu'on appelle d'exchange, etc., où on peut se faire pirater ses comptes. Là, le seul risque qu'on peut avoir, c'est se faire pirater son compte au coffre. Mais vu que le Bitcoin que l'on possède n'est pas connecté physiquement par sa clé privée à ce compte, la seule chose qui peut se passer, c'est un piratage d'un compte, mais nous, on peut faire machine arrière dessus. Donc on peut toujours annuler ce genre de transaction. Alors qu'aujourd'hui, une transaction Bitcoin, vous venez de nous faire braquer un Bitcoin, la transaction serait irrémédiable. Donc avec un système en garde froide, et j'en ai parlé l'autre jour avec des banquiers, ils m'ont dit en fait, ce que vous faites, c'est effectivement vers ça qu'il faut qu'on se dirige, c'est la tokenisation des actifs, y compris des actifs crypto, pour justement désolidariser en fait leur valeur de leur capacité de les trader. C'est toujours l'exemple que je prenais tout à l'heure, une fameuse pierre de l'île de Yap, où mes lingots, mes pièces qui sont dans des coffres, quand vous avez la capacité de les négocier, c'est bon. Le jour où vous ne pouvez plus les négocier, votre chance est perdue. Et sur le Bitcoin, on est exactement dans cette logique, sauf qu'on est... Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est comme si on avait un coffre-fort dans une rue très passante, et quand on y accède, on rentre son mot de passe quasiment de manière publique. Donc ça, c'est pas possible. Donc nous, typiquement sur Aucoffre, on fait notre métier habituel et on essaie de préserver cette sécurité. Mais je parlais du Bitcoin, mais après Aucoffre a d'autres vocations, peut-être d'autres actifs, ou offrir ses services à des sociétés, parce que ça, c'est aussi un petit peu ma conclusion de ma rétrospective des 10 ans. Beaucoup de particuliers sont allés vers Aucoffre, évidemment, et à mon sens, trop peu d'entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont en fait une inculture hallucinante de la diversification patrimoniale, notamment dans une logique de résilience. Et aujourd'hui, pour moi, tout ce qui est entreprise bas de bilan, quand je dis entreprise bas de bilan, justement les agences de communication, les agences de traduction, toutes celles dont on arrête les services quand on est un peu en panique, même les compagnies aériennes. Toutes ces sociétés devraient se couvrir sur des actifs qui sont contre-cycliques. L'or, l'argent métal. Il y a des intérêts. Aujourd'hui, il y a des gens, enfin des entreprises qui viennent... Oui, alors, il y a quelques entreprises qui commencent à venir, mais on a un vrai travail, nous, et ça, c'est ce que va faire Aucoffre, de communication pour aller vers les entreprises. Aucoffre et Veracash, d'ailleurs, sur le coup, hein, parce que le sujet est analogue, parce que, et l'avantage, en plus, du côté Veracash, c'est qu'on peut créer même des monnaies intra-entreprises.
Vous pouvez avoir donc de l'or qui devient une monnaie dans un grand groupe qui serait par exemple à une échelle internationale. Beaucoup de groupes ont des transferts de valeur d'un pays à un autre. Aujourd'hui, c'est un marché phénoménal. Sauf qu'aujourd'hui, ce marché, en moyenne, alors là, plutôt côté particulier, quand vous transférez 200 €, ça vous coûte 7%. Donc, il y a un marché phénoménal et sur lequel nous, avec Veracash, en partenariat avec Ocoffre, on a une réponse plutôt évidente parce qu'on est en dehors du système financier. On peut se permettre d'avoir des transferts de valeur. Beaucoup plus rapides. Plus instantanés. Aujourd'hui, envoyer du Veracash à un ami qui est par exemple en Australie et qui est devant un distributeur automatique avec une carte qui ne fonctionne plus, on lui envoie 100 Veracash, il peut de suite sortir sa Veracarte et retirer du cash, par exemple. Alors ça, c'est l'usage basique, mais on pourrait imaginer que cette personne fasse un circuit fermé, et ce Veracash ne revient jamais en devise et recircule. Et ça, c'est ce qu'on veut mettre en place, par exemple, au sein d'entreprises. Monnaie locale. Oui, de monnaie locale, mais la monnaie locale, aujourd'hui, au sens géographique, pour moi, n'a pas nécessairement de sens. Ou c'est extrêmement restreint. La première communauté au monde, c'est la communauté Facebook. Devant les chrétiens, c'est 2,5 milliards personnes. Donc, vous comprenez que la communauté au sens local n'a pas de sens. Aujourd'hui, une communauté, elle peut être répartie partout sur la planète. Donc, un système tel que Veracash a une vocation un petit peu universelle parce que l'or est universel. Tu vois, et avec ce sous-jacent qui justement ne s'appuie pas sur des systèmes financiers coûteux et lents. Et là, je te prends les néobanques aujourd'hui, pour ne pas les citer, mais qui font plutôt un boulot de bonne qualité. Mais ça reste pour autant des banques ou des néobanques, et qui se feront racheter d'ailleurs dans peu de temps. C'est ce qui s'est passé récemment avec une néobanque française, parce qu'elles ont un modèle adossé à un système financier, donc il y a toujours des coûts que vous payez directement ou indirectement. Alors, celle qui aujourd'hui vous propose la gratuité, en fait, ce sont les actionnaires qui payent à votre place. C'est-à-dire les investisseurs, parce qu'ils financent la gratuité. Gratuité qui sera remplacée par du super payant dans quelques mois, quelques années, une fois qu'ils auront accumulé le nombre de clients qui va bien. Mais dans tous les cas, ça sera la guerre à celui qui fera le moins cher. Donc à un moment donné, il y en a qui vont disparaître. Et tu as les cryptos, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais les cryptos, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, elles ne sont ni gratuites, ni instantanées. Parce que tu prends le Bitcoin, le fait d'envoyer de la valeur d'une personne à une autre, tu as des frais. Ça prend un certain temps, ça prend une dizaine de minutes. Tu vois, c'est pas instantané. Aujourd'hui, typiquement, une Veracarte adossée à du Bitcoin, c'est pour l'instant compliqué, parce qu'on devrait attendre que l'ordre de vente se dénoue. Et 10 minutes devant un distributeur automatique, c'est pas bon, parce que 6 minutes après, on a un time-out des serveurs qui nous disent « Stop, c'est bon, tu as passé ton temps ». Donc l'or, nous, à ce niveau-là, est beaucoup plus performant, parce qu'il est déjà dans les coffres, il a déjà été extrait de la terre, il y a juste qu'à créer une transaction pour dire « Ce que tu vends, je te l'achète ». Et donc, pour conclure, au niveau de Ocoffre Veracash, sur l'avenir et le futur, comment on voit ça? Alors écoute, là tu as bien compris, Ocoffre, recentrage sur son métier, garde froide, ocoffre.com, Veracash, définitivement une monnaie complémentaire, et tu as oublié quelque chose, tu as oublié Veravalor. J'allais y venir, c'était les produits maison justement. Oui, parce que Veravalor reste aujourd'hui le sous-jacent de Veracash. Et moi je me souviens, pour avoir travaillé en 2011, quand on était au plus fort de la crise, je me souviens qu'on n'avait presque plus rien à vendre sur la plateforme. Et donc les fournisseurs étaient secs, on n'avait plus rien à offrir à nos clients. Et là, justement, la gamme Veravalor est arrivée. Exactement. Alors, et ça, quelque part, ça embarque tout notre état d'esprit que l'on peut avoir aussi bien sur Ocoffre, sur Veracash et donc sur Veravalor aussi. C'est notre absolu besoin d'indépendance. Mais quand je dis indépendant, c'est nous tous, en fait, toute notre collectivité de membres et d'utilisateurs. Et en fait, en 2011, donc record de chiffre d'affaires, c'était génial, mais record de chiffre d'affaires sur du lingot. Je t'ai expliqué tout à l'heure le truc le plus crétin de la Terre. C'était dommage. Bon, on avait expliqué à nos clients, dès qu'il y a du Napoléon qui revient, on pourra vous faire du switch. Donc on s'est dit, bon voilà, on avait un projet dans les cartons de monnaie qu'on a mais vraiment poussé en urgence, qu'on a pu mettre en œuvre. Et c'était pas trivial, parce que si c'était si simple aujourd'hui, on aurait plein de nos petits concurrents qui proposeraient ce genre de produits. Et aujourd'hui, on est la seconde monnaie en fait frappée en France, et on est la première monnaie privée française.
Sur Veravalor, plus d'1 million de pièces frappées depuis 2011. Alors, pas que des Veravalor Unonce, hein. Il y a évidemment les onces en argent, certaines sont à cours légal. Donc sur Veravalor, on va se renforcer là-dessus, sur le cours légal. Alors pas nécessairement pour les Français, puisque vous, les jetons sur le plan fiscal fonctionnent très bien, mais notamment pour la clientèle étrangère, qui connaît pour moins cette notion de jetons et qui est plus appétente de pièces à cours légaux. Donc on va multiplier les partenariats et vous verrez d'autres Veravalor avec toujours, et ça c'est notre particularité, on est la seule monnaie privée au monde où on garde le même design et où vous avez la valeur faciale légale qui change. D'accord. Un nouveau pic comme 2011 arrive, voire pire, on sait servir les clients. Oui, de manière extrêmement facile, parce que s'il y a besoin de commander 1 tonne d'or, on la commande. Et si ensuite on doit étaler sur 6 mois la fabrication de la Veravalor, parce que derrière un vrai process industriel, eh bien on l'étale sur 6 mois. La problématique en 2011, c'était ça, c'est qu'il y avait des industriels qui devaient servir un marché physique de livraison immédiate. Je parle par exemple le cas des Krugerrands. Le Krugerrand était toujours fabriqué en 2011. Et pourtant, il y avait une pénurie sur les Krugerrands. Tu vois? Alors que ça continue à être fabriqué. Et je ne parle même pas donc du Napoléon que tu as évoqué tout à l'heure, qui lui, sur le coup, n'est plus fabriqué depuis les années 50. Là, sur Veravalor, là encore, c'est toujours le modèle que j'expliquais tout à l'heure. On a déconnecté la transaction de la matérialisation. Alors là, évidemment, pas de séparation avec la matérialisation or, puisque l'or est évidemment acheté et on est couvert, mais par contre, dématérialisation avec la fabrication qui va être décalée dans le temps pour que le process industriel puisse se suivre. Nous, aujourd'hui, on a la capacité de fabriquer 1000 Veravalor Unonce en or par mois, 50 000 Vera Silver. On peut difficilement en faire plus à échelle brève parce qu'il faut modifier le process industriel. Mais tu vois, ça c'est quelque chose ensuite qu'on peut étaler. Donc 2011, on pourrait totalement l'appréhender de manière simple parce qu'on pourrait vendre dès le départ des Veravalor qui seraient fabriqués avec un petit délai. D'accord. Et les gammes de produits spéciaux gravés avec, en interne, enfin, par au coffre? Oui, alors donc, tout à l'heure je parlais des pièces à cours légales. Je pouvais parler aussi de nos jetons de collection, la gamme Veramax qui a très très bien marché, où on en fabrique effectivement une partie directement dans nos locaux. Et une des nouveautés de 2019, c'est qu'on va, dans nos locaux, produire des pièces à cours légal. Dans les locaux? Dans les locaux. Parce qu'on va avoir des accords, enfin on a déjà des accords avec certains pays qui voient le travail que l'on fait, qui ont confiance dans ce que l'on fait, et disent « Ok, vous pouvez y aller pour fabriquer nos pièces ». Donc il y aura prochainement des Veramax à cours légal. Et en attendant ça, une petite nouveauté aussi que je vous livre en exclusivité, parce que même chez nous en interne, on n'en parle pas encore trop, ce qu'on appelle la Vera One, qui va être un produit d'opportunité pour les clients qui veulent des choses vite achetées, qui valident le LSP, etc. C'est un produit à cours légal, donc une pièce à cours légal, mais de 1 gramme. Exactement, et qui sera plutôt dans une logique de livraison pour voir un beau produit scellé que l'on peut facilement garder à la maison. Et si dans le pire des cas il était volé ou perdu... Et c'est un produit unitaire? Oui, ce sera un produit unitaire, numéroté évidemment, parce que c'est de l'univers Veravalor, donc on garde notre ADN, on va dire. Ok. C'est un jeu de mots. Donc la conclusion finale, 10 ans après, au coffre? Bien écoute, 10 ans après, on est toujours et encore plus innovant, encore et toujours dans nos valeurs de base, c'est-à-dire que le pourquoi de Haut-Coffre, c'est toujours le même. Le pourquoi auquel je t'ai répondu tout à l'heure est toujours le même, c'est toujours lui qui nous anime. Et pour autant, on a su, tous les 2 ou 3 ans, des fois se retransformer, pivoter, des fois à 180 degrés, pour être en phase justement avec ses valeurs, en phase avec nos clients, à plus forte raison que maintenant, on a une association qui nous challenge. Et qui je crois que c'est unique, enfin alors là on va faire un petit peu de publicité, mais là, ce système-là, pour moi, il est unique, enfin je ne l'ai pas vu ailleurs. Non, non, tout à fait, c'est effectivement unique. Et ça, c'est une grosse force pour au coffre, et même moi, en tant qu'actionnaire, ça me rassure d'avoir une entité externe. Mais parce que c'est dans notre ADN, et dès le départ, même dans notre... C'est ce que j'expliquais ce matin à mes amis actionnaires de Haut-Coffre, c'est aussi dans notre ADN, même managérial. Dans notre manière de gérer l'entreprise, aujourd'hui plutôt Veracash, mais on y arrive vers Haut-Coffre, même dans notre manière en interne de gérer l'entreprise, on en est sur ce genre de fonctionnement ouvert, collaboratif, et visiblement ça nous réussit bien puisqu'on peut se permettre aujourd'hui d'en parler 10 ans après et d'avoir une agilité
absolue, même quand il peut y avoir des choses un petit peu problématiques auxquelles nous, on est tenus de répondre positivement. En fait, on est une société qui n'a pas le droit de faillir, en fait. Je serais, je sais pas, sur du prêt-à-porter vendu par Internet, ok, c'est bon, je vous laisse les clés et je vais faire autre chose ailleurs. Là, on n'a pas le droit, on doit rester accroché au mât et le mât doit rester droit, quoi. Et donc là, toute l'équipe est mobilisée dans ce sens au quotidien, aujourd'hui et lundi matin. C'est une belle démonstration aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation. Merci. On va pouvoir continuer les échanges, si vous le souhaitez, à l'extérieur, en prenant autour d'un verre. Il n'y a aucun problème. Merci encore de votre venue. Merci. Merci beaucoup. Tiens.